Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Marisol Touraine face au dilemme des étiquettes. En Marche ou PS, la ministre de la Santé négocierait avec les macronistes. En jeu, les législatives et la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. Minneapolis a son pavillon à la foire de Tours, comme vous le savez, et la ville américaine compte bien profiter des 250 000 visiteurs attendus. Pourquoi pas attirer de futurs touristes. Et puis ce projet un peu fou à Civray de Touraine, près de Chenonceau. Un couple construit sa propre maison à partir de containers maritimes. 1 an et demi de travaux seront nécessaires. Rencontre tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Elle s'était engagée sans réserve dans l'entre-deux-tours en faveur d'Emmanuel Macron, mais à l'approche des législatives, la socialiste Marisol Touraine ira-t-elle au bout de sa démarche? En clair, se présentera-t-elle sous l'étiquette La République en marche sur la 3e circonscription d'Indre-et-Loire? Manuel Valls, lui, s'est prononcé aujourd'hui. Il rejoint Emmanuel Macron à 2 jours de la désignation des candidats par la commission d'investiture. Quelle tendance pour la ministre de la Santé? Élément de réponse avec Audrey Champigny. Son quinquennat au ministère de la Santé terminé, l'heure du choix a sonné pour la députée sortante Marisol Touraine. Étiquette PS ou étiquette En Marche, un choix cornélien. On peut toujours saluer la fidélité, surtout en politique. On sait que ça peut se perdre, la fidélité, mais une fidélité au moment où les 2 grands partis de gouvernement sont moribonds, voire morts, comme les Républicains et les Socialistes. Alors toutes les cartes sont rebattues. Aujourd'hui, qu'est-ce que peut faire Marisol Touraine, si ce n'est de se poser ces questions-là? Comment sauver son siège de députée? Parce que si elle redevient députée en 2020, elle pourrait bien sûr lorgner sur la ville de Tours. Interviewée la semaine dernière lors de l'inauguration de son QG de campagne, la principale intéressée répondait sans jamais pour autant mentionner le Parti socialiste. Les batailles électorales, ça se mène d'abord en étant fier de ce que l'on a fait et de ce que l'on assume. Et en étant aussi clair pour l'avenir. Je ne veux pas de position stérile, je ne veux pas de position de principe. Je veux que l'on puisse avancer ensemble avec toutes celles et ceux qui veulent faire réussir la France avec des valeurs de justice. Une chose est sûre, au PS, la double étiquette, on n'en veut pas. Du côté des macronistes, si la feuille de route est claire concernant le profil des futurs candidats, le sujet Marisol Touraine semble lui encore flou. Si Marisol Touraine doit partir sans candidat, elle prendra l'étiquette En Marche ou elle restera PS? C'est ça la question. Le sujet de Marisol Touraine, pour l'instant, je crois qu'on va attendre 48 heures. Ou d'autres. Le Parti socialiste se réunissait aujourd'hui à Paris pour lancer officiellement sa campagne des législatives. D'après nos informations, aucune apparition de Marisol Touraine. Et puis l'autre inconnu en Indre-et-Loire, c'est la candidature ou non de Philippe Briand sur la 5e circonscription, celle de Saint-Cyr-sur-Loire. L'élu doit choisir entre la métropole et l'Assemblée nationale en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats. Interrogé par la Nouvelle République, il affirme ne pas avoir encore pris sa décision alors que sa circonscription est menacée par le Front national. Et puis, dans le Loir-et-Cher, cette fois, le député sortant de la 3e circonscription, Maurice Leroy, a inauguré sa permanence de campagne hier à Vendôme. Le président centriste du département bénéficie de l'investiture LR-UDI. Il brigue donc un nouveau mandat. L'ancien ministre devrait notamment retrouver face à lui Marlène Martin, l'animatrice du comité En Marche du Vendômois, et Jean-Yves Narquin pour le Front national. Nous prenons maintenant la direction de la foire de Tours. L'événement se tient au parc des expositions jusqu'au 14 mai. Et comme vous le savez, cette année, la ville de Minneapolis, jumelée avec Tours depuis plus de 25 ans, est à l'honneur. Depuis le début de la foire, son pavillon fait le plein de curieux, autant de potentiels touristes pour la ville du Midwest américain. Séphora Namani. Skyline, food truck, parc naturel, lac, chute de Saint-Anthony, ces véritables répliques des décors américains du Minnesota, appelés l'État aux 10 000 lacs, ont investi la nouvelle édition de la foire de Tours. Sa capitale, Minneapolis, a délégué 120 personnes sous pavillon américain. Objectif, promouvoir son développement touristique aux 250 000 visiteurs de la foire. Coût total de l'opération, près de 290 000 $, soit un peu plus de 266 000 €. Je pense que la foire est un événement très excitant car il y a beaucoup de visiteurs. Et donc c'est une formidable vitrine pour le Minnesota et la ville de Minneapolis.
Je pense qu'il est important de venir en personne. C'est comme ça que fonctionnent les villes jumelées. Venir à la rencontre des gens et ainsi s'intéresser à ce qui se passe dans l'une et l'autre ville. Ici donc, rien à vendre. Il faut susciter l'envie du voyage aux visiteurs. Culture, sport, lieux touristiques en réalité augmentée, écran géant. Minneapolis, ville jumelée à Tours depuis 26 ans, doit être attrayante. On en profite pour réviser sa géographie, Minnesota, nord-est des États-Unis, et son histoire commune, quand en 1917, les soldats américains rejoignaient les poilus tourangeaux. Et la recette a l'air de fonctionner. Je trouve que c'est très intéressant parce que nous on est de Poitiers, on est venu exprès à la foire pour voir ce programme sur Minneapolis, parce que notre rêve c'est d'aller aux États-Unis. Paris gagné pour Tours également. La ville espère attirer, grâce à cette manifestation d'envergure, de nombreux visiteurs locaux, nationaux et étrangers. Et il ne faut pas oublier que si la foire de Tours est aussi connue, c'est aussi parce qu'on est capable d'attirer un public vers de nouveaux événements, et des événements comme avoir Minneapolis, qui est une ville quand même magique aux États-Unis, à Tours, c'est quand même quelque chose de très positif. La foire de Tours et ses nombreuses animations culturelles américaines se termineront dimanche prochain. Viens chez moi, j'habite dans un container. Ce n'est pas une parodie d'un célèbre film, mais bientôt une réalité pour un couple de Civray de Touraine. Les exemples d'habitation à ossature métallique existent déjà, mais Amandine et Gaylord de Carcin vont construire la leur de leurs propres mains, avec la promesse d'une maison à moins de 100 000 €. Découverte avec Aurélie Renaud. À l'étage, on a à peu près une surface de 60 mètres carrés, donc avec 2 chambres pour les enfants. Gaylord s'y voit déjà. Sa maison fera 150 mètres carrés. Les enfants seront donc à l'étage. Le salon, la cuisine et la suite parentale seront au rez-de-chaussée. Une maison constituée de 7 containers. J'ai pris ma calculatrice pendant de nombreuses heures, de nombreux jours, pour arriver avec un projet estimé aux alentours, donc avec livraison conteneur comprise, viabilisation du terrain compris et terrassement compris, aux alentours de 80 000 € avec maison finie. Si le coût est faible, c'est parce que le couple mise sur l'autoconstruction. Certes, les copains seront là pour les coups de main, mais pour le reste, ils se débrouilleront. Isolation, étanchéité, découpe de l'acier pour passer d'une pièce à l'autre, aménagement des cloisons, des fenêtres, ils feront tout. Un défi car ils ne sont pas du métier. Gaylord est professeur d'art appliqué et son épouse travaille dans la communication. Les containers ont été livrés il y a 15 jours, leur coût 19 000 €, livraison comprise. Ils viennent du Havre et de Rotterdam et certains ont fait le tour du monde. C'est des traces qu'on a trouvées, donc certaines écritures asiatiques. Peut-être des prises de mesure, des comptages. Donc on ne sait pas si le conteneur a pu être utilisé comme peut-être zone de stockage pour une entreprise ou simplement en tant que boîte pour transporter des matières premières à travers le monde. Donc c'est un petit peu la découverte. On n'a pas encore fait l'inventaire de toutes les inscriptions qu'il peut y avoir ou on va dire de toutes les plaques nominatives qui peuvent être aussi des petits éléments de décoration à venir. Ça, on n'a pas encore fait le compte. Donc, en tout cas, ils ont voyagé. Ils ont beaucoup voyagé. Aucune difficulté particulière pour avoir le permis de construire, car d'ici 18 mois, la maison se fondra dans le paysage avec un bardage bois, seule condition pour que ce projet singulier voie le jour. C'est un lieu de convivialité incontournable à Tours. Plus de 200 000 personnes s'y arrêtent chaque année. Et tant pis si les beaux jours se font attendre. La Guinguette rouvre ses portes sur les bords de Loire ce vendredi. L'esprit reste le même. Des concerts autour d'un verre avec pour cette 13e édition quelques nouveautés. Reportage. La recette reste la même depuis 2001, elle fonctionne. Une immense terrasse face à la Loire. 2 autres espaces ont fait leur apparition l'année dernière. Le Foudre, un bar underground sous la fac des tanneurs, et entre la bibliothèque et le pont Wilson chez Dupont. Cette année, le bar à vin proposera également un réfectoire, une cantine de 100 couverts avec un plat unique chaque jour à 8 €. Toujours sur cet espace, un piano en accès libre prendra place. Un nouveau rendez-vous arrive à la Guinguette, les marchés nocturnes. Ils viendront ponctuer la saison. Qu'on appelle le Moon Market, donc un marché nocturne qui aura lieu durant l'été le samedi soir de 17 h à 23 h. On réunira des artisans d'art, de bouche et une belle scénographie avec des performances artistiques qui se mêleront à tout ça. Un joyeux bazar.
À côté des propositions commerciales, n'oublions pas que Tours-sur-Loire est un espace culturel. Durant toute la saison, près de 200 rendez-vous, concerts, animations, happening, expositions. Cette année, le projet s'étoffe avec par exemple un festival, celui des Vendanges. Il aura lieu en septembre et donnera naissance à une cuvée spéciale guinguette. Autre nouveauté, désormais vous pourrez passer d'une rive à l'autre, de la guinguette à l'espace plage en bateau via l'association Bout-Avant pour quelques euros. En partant de la guinguette, en faisant le tour de l'île Simon et en revenant de l'autre côté. Alors il faudra certainement à certaines périodes de l'année marcher un peu parce que la Loire ne permettra pas du côté nord d'aller jusqu'à la plage, mais ça fera une balade super sympa. Côté agenda, la plage ouvrira à partir du 15 juin, l'espace Le Foudre le 2 juin, dès le 26 mai, ouverture de l'espace chez Dupont, l'espace enfant et la guinguette centrale ouvriront le 12 mai avec un concert de Vaudou Game et un set de DJ Prosper. Avec ses faux airs de géode de la Villette, la boule de Chinon est devenue un monument familier des Tourangeaux. L'ancien réacteur nucléaire EDF1 s'illumine la nuit et se visite le jour. Entrée en service dans les années 60, désaffectée 10 ans plus tard, la plus ancienne centrale nucléaire civile de France livre ses secrets. Une plongée dans l'histoire scientifique et industrielle du pays. Visite avec Amanda Breuer-Rivera. Sortie scolaire dans la centrale nucléaire de Chinon. Ce groupe d'étudiants ingénieurs est venu visiter EDF1, plus communément appelé la boule. Mis en service en 1963, ce réacteur est le premier construit en France pour le civil. Il est aussi le seul à avoir cette forme si particulière. Dans le circuit primaire, à l'époque, il y avait du gaz carbonique qui circulait. Et en cas de fuite de gaz carbonique, on pensait qu'il y aurait une meilleure répartition de la pression dans une forme sphérique. Donc elle est justifiée, cette sphère, par un souci de sécurité. À l'arrêt depuis 1973, le démantèlement de cette centrale a été suspendu. La salle des commandes a été légèrement relookée, mais le matériel date bien des années 60. Ce qui est vraiment impactant, c'est la salle des commandes, car ici on peut voir des traceurs enregistreurs à papier, alors que maintenant on utilise plutôt des écrans numériques. Et on se dit qu'à l'époque, on contrôlait un réacteur grâce à du papier et un crayon, quoi. Et ça, c'est assez impressionnant. Puis, au pied du réacteur, c'est le vertige. D'immenses tubes s'entremêlent jusqu'au sommet. Et tout autour, la sphère englobe et culmine jusqu'à 40 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un 14e étage. Une performance technique. Au-dessus de vous, donc 8 fils de 15 échangeurs de chaleur. Un échangeur de chaleur, c'est assez impressionnant. Ça fait 29 mètres de haut, 63 cm de diamètre et un échangeur de chaleur pèse 17 tonnes et demie. Et donc il y a 120 échangeurs de chaleur. Au sommet du réacteur, les étudiants entrevoient les anciens canaux de graphite, témoins d'une ancienne technologie française aujourd'hui abandonnée. La boule a une puissance de 70 MWh. Aujourd'hui, un réacteur moderne produit 13 fois plus d'électricité. Ouverte tout au long de l'année aux visites d'entreprises et aux scolaires, la boule accueille le grand public une fois par an à l'automne. EDF souhaite augmenter le nombre de visites et projette aussi de créer un outil pédagogique sur le démantèlement des centrales nucléaires. Allez, restez avec nous dans quelques instants. Je recevrai Fabien Coste, secrétaire départemental du Parti communiste d'Indre-et-Loire. La gauche qui part divisée pour ces législatives. L'heure n'est plus à la fête avec leurs anciens partenaires de la France insoumise. A tout de suite.